la princesse des ténèbres, une femme qui déteste tout et qui déteste tout le monde. Ce qui est très très important à comprendre, c'est que le vampire, c'est-à-dire le pervers, est un grand manipulateur. Il vous en fume. Comme le numéro 666 avait une telle influence dans leur vie, ils ont décidé qu'ils se marieraient le 6 juin et que le 666 deviendrait une séquence numérique qui allait dicter l'orientation de toute leur vie. Je dresse une barrière pour moi infranchissable entre satanisme et vampirisme. Et je dis, c'est là le prétexte. Le 9 juillet 2001, le corps de Frank Hackert, un jeune Allemand de 33 ans, est transporté à la morgue de Bochum. Son visage et ses bras ont été sauvagement lacérés. Le pathologiste a dénombré sur son cadavre pas moins de 66 coups de couteau, ainsi qu'un pentagramme gravé sur sa poitrine. À n'en pas douter, Frank Hackert a été victime d'un crime rituel. Son corps a été découvert dans l'appartement déserté de Daniel et Manuela Ruda, un couple marié depuis à peine un mois et amateur de vampirisme. Après que la police fut entrée dans l'appartement où le crime s'est produit, l'un des officiers l'a décrit comme la grotte de Lucifer. Ils y ont trouvé des crânes avec des ossements à l'intérieur, le couteau qui avait servi à poignarder la victime, le marteau qui avait servi à la frapper, et le scalpel avec lequel ils avaient tracé le pentagramme sur sa poitrine était planté dans son estomac. Ce n'est pas un cas où la police a dû chercher des indices, tout était là. Depuis la découverte de la scène de crime, tous les corps policiers de l'Allemagne sont à la recherche de ce jeune couple aux allures gothiques. Mais en ce début du second millénaire, 650 000 jeunes, soit 5% de la jeunesse allemande âgée entre 12 et 25 ans, s'habillent de noir et se sont joints à la mouvance gothique. Le mouvement gothique allemand va se développer un peu à l'ombre du mouvement gothique qui s'est développé dans les pays scandinaves. Au tout début des années 80, il va y avoir une sorte de mixage entre le style gothique, le satanisme, le thrash metal et les mouvements d'extrême droite qui vont se développer dans les pays scandinaves. Le mouvement avait pris racine en Allemagne de l'Est et plusieurs le voyaient comme une forme de résistance au régime communiste. Après la chute du mur, il s'est répandu vers l'Ouest et oui, c'est une forme de rébellion, un mouvement rebelle. Depuis les années 1990, l'inquiétude s'est propagée en Allemagne concernant l'augmentation accrue de ces jeunes goths qui intègrent des symboles néo-nazis, vampiriques et satanistes dans leur culture. C'est un mouvement qui attire les jeunes gens qui cherchent à se rebeller contre l'école, les parents, le conformisme. Ainsi, depuis le début des années 90, un festival de musique annuel a lieu à Leipzig, en Allemagne. Wave Gothic Treffen, le festival Dark Wave qui a fait de Leipzig la capitale gothique de l'Europe. On dit du festival de Leipzig qu'il représente le pèlerinage que chaque goth doit faire au moins une fois dans sa vie. Et il attire des millions de personnes. La première édition a eu lieu en 1988, je crois, peu de temps avant ce que les Allemands appellent la Wende, le changement, lorsque le mur de Berlin est tombé et que le pays a été libéré. À l'époque, c'était une protestation contre les autorités communistes. Aujourd'hui, c'est devenu un mélange entre la musique, les gens qui viennent se faire tatouer, les goths qui se rassemblent pour célébrer leur altérité. De fait, aujourd'hui, c'est une importante source de revenus pour la municipalité et ils sont les bienvenus dans la région. Les goths s'habillent de noir, aiment les maquillages macabres et leur musique heavy metal, black metal se caractérise par des paroles morbides, dépressives, voire suicidaires.
C'est cette musique qui a attiré Daniel Ruda dans le monde gothique à son adolescence. Dès l'âge de 12 ans, Daniel a des envies macabres et, adolescent, il est véritablement attiré par le goût métallique du sang humain. Il avait grandi dans l'ancienne vallée industrielle de la Ruhr en Allemagne de l'Ouest. Vers l'âge de 12 ans, il était sous tutelle dans une maison d'accueil où il vivait. Il était sous la tutelle du ministère de la Famille parce qu'il démontrait divers symptômes de psychopathie. Il était cruel envers les animaux, il mouillait son lit et il aimait mettre le feu. Les 3 symptômes classiques. À l'adolescence, Daniel Ruda va se découvrir un intérêt pour les univers fantastiques, les loups-garous, les vampires, les monstres. Il va découvrir la Bible satanique d'Anton LaVey qu'il va lire et qu'il va interpréter évidemment à sa propre convenance. Donc Daniel Ruda est un solitaire qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Avant de graviter dans la mouvance gothique, il avait gravité autour du NPD, le Parti démocratique d'Allemagne, lequel est un parti de droite dont le programme est largement inspiré des nazis des années 30. Les étrangers dehors, les emplois aux Allemands, et les Juifs hors des services bancaires et de la fonction publique. Il s'implique dans ce circuit parce qu'il attire des asociaux dans son genre. Il participera à ce mouvement durant moins d'1 an. En septembre 1998, il va à Rostock pour un ralliement et il quitte peu après. C'est donc à son départ du NPD qu'il se met à graviter autour du mouvement gothique. C'est quelqu'un qui semble avoir eu un parcours qui était déjà orienté vers la marginalité, vers un peu l'agressivité aussi. Son espèce d'évolution s'est faite vers le gothisme, mais dans une forme de gothisme très extrême, où il y a du sadisme qui est mêlé à ça manifestement, et du vampirisme. Et tout ça semble une espèce de prétexte pour pouvoir exprimer de la colère qui est à l'intérieur de lui. Et on voit le parcours se dessiner depuis très longtemps. Une partie de la recherche de Ruda, si l'on peut appliquer ce terme à ce genre d'esprit, l'a mené chez les gothiques, où il est devenu membre d'un groupe, The Blood-Sucking Freaks, dont l'unique exploit aurait été la vitesse avec laquelle il est disparu de la scène musicale. Il a été avec eux durant moins de 3 mois, à titre de chanteur, mais le groupe lui-même s'est dissous, sans raison. C'était essentiellement une bande de paumés, et lui n'était qu'un paumé parmi d'autres. Pendant cette période, Daniel entre en communication avec Satan. Du moins, il le croit. Est-ce que c'est une question de pouvoir que de se croire directement lié à Satan? Il y a comme 2 hypothèses. Dans ce cas-ci, c'est assez grandiose, dans le sens qu'on prend un individu qui est en marge de la société, qui réussit pas beaucoup, et qui tout d'un coup devient extrêmement important, devient extrêmement carrément grandiose grâce à ce délire-là. Il vivait dans un monde imaginaire, mais il croyait en ses fantasmes. Il croyait vraiment que Satan communiquait avec lui et qu'il l'avait choisi pour une mission spéciale. D'avoir des hallucinations, on est dans la psychose, on n'est plus dans la réalité. C'est quelque chose qui n'est pas là. Les vraies hallucinations, on les perçoit dans nos oreilles, comme si quelqu'un nous parlait de l'extérieur. Les schizophrènes vont avoir des vraies hallucinations, au point où ils vont crier à travers les murs, planter des couteaux dans les murs, ou encore vouloir s'arracher une dent parce qu'ils sont convaincus que le son vient de là. À partir du moment où on entend nos pensées, quand les hallucinations ne sont qu'à l'intérieur de la tête, c'est déjà un peu plus, j'ai envie de dire, je dirais pas douteux comme hallucination, mais ça peut déjà se confondre avec plein d'autres choses. Donc, de qualifier d'emblée comme une hallucination quelque chose qu'on entend que dans notre tête, c'est pas une vraie hallucination. Mais pour porter son message, il lui faut une compagne. À 23 ans, il publie une petite annonce dans la section rencontre de la revue Metal Hammer. Donc Ruda se cherche une partenaire. Et pour la trouver, il utilise le forum d'un magazine, Metal Hammer, je crois, un magazine gothique et heavy metal. Il écrit qu'il veut traverser la vie avec quelqu'un qui partage ses fantasmes. Ce message sera lu et reçu chaleureusement par Manuela Bartels.
Le 7 juillet 2001, en Allemagne, un couple de satanistes, inspiré par la pochette d'un disque de Cannibal Corpse, fracasse avec un marteau le crâne de Frank Hacker, dans le contexte apparent d'un meurtre rituel. L'Allemagne tout entière recherche Daniel Ruda et Manuela Bartella, un couple goth marié depuis à peine un mois et résident de Witten. Manuela Bartella est une fille unique qui a grandi dans la petite ville universitaire de Witten. C'est une bonne étudiante, elle est jolie, elle est conformiste, mais à un moment donné, le destin va la faire changer de voie. Et il y aura une espèce de rupture au début de l'adolescence, vers l'âge de 13 ans, où il y a un virage à 180 degrés, elle devient rebelle, s'identifie à des groupes encore là marginaux, au point où à 16 ans, elle fuguerait. Donc, dans son cas, il y a une espèce de rupture qui s'est produite sur un parcours qui ne la destinait pas à ça. Manuela subit une transformation radicale. L'étudiante modèle vit un bouleversement extrême. Elle veut se démarquer à tout prix. Elle a soif d'aventure et d'indépendance. Elle est furieuse contre la vie et exprime sa frustration en adoptant un style non conformiste qui choque. Elle adopte un style goth et s'exile. Si bien qu'à 16 ans, elle fait son baluchon et elle va quitter, elle va fuguer en fait de chez elle. Elle va gagner d'abord la ville de Hanovre en Allemagne et puis ensuite elle va se rendre en Angleterre. À Londres, c'est d'abord le choc. Le monde est étrange pour la jeune Allemande. L'animation des rues exacerbe le désir ardent de rébellion de Manuela. Elle doit se reconstruire un monde et ce monde sera noir comme la nuit. Elle choisit l'Angleterre parce que la culture gothique y est florissante. Manuela se débrouillait bien en anglais à l'école et elle se dit qu'elle pourra facilement se trouver un travail. Ce qui n'est pas faux. Papillon attiré par les lumières artificielles de la nuit, Manuela Bartella se retrouve au Slimelight de Londres, l'un des pubs les plus marginaux du Royaume-Uni. Le Slimelight, ou le Slime, est une véritable institution au sein de la communauté des goths de la planète. Au son des groupes de musique alternative et trash, l'endroit est la cathédrale noire du monde gothique, avec son romantisme désespéré, son refus de la banalité quotidienne, son exaltation de l'excès. À l'époque, la rumeur court à l'effet que l'endroit serait fréquenté par un groupe secret d'amateurs de bite parties. Le mouvement gothique est une sous-culture en lui-même. Et une autre sous-culture est celle de ceux qui s'adonnent aux bite parties. Et ce groupe est composé de gens qui offrent leur cou à leur partenaire pour boire leur sang. Tout ceci est lié au vampirisme, au satanisme. Ces gens croient que quelqu'un leur parle et qu'ils ont une mission à remplir à titre de disciples du diable. Manuela se crée vite un réseau d'amis partageant les mêmes goûts funèbres que les siens. Dans ce monde infernal, Manuela se sent revivre. Pour Manuela, le jour, le monde est irréel. Une cage de lumière et de règles. Elle attend donc le retour de la nuit dans les endroits les plus gothiques de Londres. Camden Lock est un marché aux puces chaotique au cœur de la ville. Manuela est maintenant là où s'est propagée la contre-culture gothique, inspirée par le cinéma expressionniste allemand des années 1930. Le noir exprime le deuil, le passage vers le monde des morts. Et Manuela s'identifie à cette mélancolie perpétuelle et à cette recherche d'un romantisme absolu sans compromis. Camden Lock est un haut lieu de la culture gothique et la place attire les adeptes de l'underground de toutes tendances. Dans ce bric-à-brac, les goths trouvent de tout pour transformer leur apparence. Dans la culture gothique, le corps n'est qu'une toile pour exprimer sa personnalité. Une œuvre d'art en constante mutation. Pour Manuela, tout doit être recomposé. La coiffure, le maquillage,
les bijoux macabres et les tatouages. Elle vit donc sa rébellion en devenant gothique. Elle aime cette mode, elle se teint les cheveux en noir, elle porte des piercings, elle adopte la musique et tout ce qui s'ensuit. Elle s'isole parfois au vieux cimetière de Highgate, qui a servi d'inspiration à plusieurs romans gothiques, dont le Dracula de Bram Stoker. L'univers de Frankenstein de Mary Shelley, l'époque de Lord Byron et du docteur John Polidori la fascine. Les tombes, les cadavres sous la terre, muets à jamais, les cryptes, tout cela devient son monde, son refuge. Après tout, chez elle, en Allemagne, les Goths sont connus sous le nom de Gruftis, qui signifie crypte. Pour subvenir à ses loisirs macabres, Manuela travaille dans un hôtel de Londres comme femme de chambre. Puis l'hôtel ferme ses portes pour la saison d'hiver. La rumeur court qu'elle aurait vécu un temps des revenus occasionnels et déprimants de mannequin dans l'univers sadomaso du BDSM. Toujours assoiffée par la quête de nouvelles aventures, elle part vers les Highlands de l'Écosse. Édimbourg est reconnu pour ses spectaculaires festivals celtiques, ses fêtes païennes de la Samhain et Beltane, où des jeunes venus du monde entier renouent avec d'anciens rites, d'anciennes croyances, d'anciens démons. Dans le calendrier celtique, Samhain et Beltane sont les opposés du passage de l'obscurité à la lumière. Les flammes de Samhain qui terrifient, le feu de Bel qui purifie. La jeune Allemande cherche désespérément ce passage du jour à la nuit, celui de la mort à celle de l'éternité des vampires. Ces fêtes commémorent justement les héros qui ont osé emprunter ce passage pour fêter quelques heures avec les dieux et les démons, oubliant que là, les minutes sont des siècles et qu'à leur retour, ils seront morts depuis longtemps. Pour les païens, ces fêtes marquaient une parenthèse, une période hors du temps, des événements qui n'appartiennent ni à ce qui s'achève, ni à ce qui va commencer. La jeune Allemande est elle aussi exactement à cette limite. Plus ici, mais pas encore ailleurs. En 1996, Édimbourg est reconnu pour abriter une communauté marginale gothique secrète. Manuela s'y fait rapidement des amis et, la nuit, il pille les cimetières. Greyfriars, le plus vieux cimetière d'Édimbourg, attire particulièrement ses vampires amateurs, à la recherche d'amulettes et des chairs décomposées des tombes plus récentes. Ce qui n'est qu'un défi stimulant pour son groupe devient graduellement pour elle une nécessité, une macabre obsession. Manuela veut passer toute une nuit couchée sur une tombe. Ses compagnes, réticentes à la perspective de se faire arrêter, l'abandonnent, la laissant seule sur une dalle froide d'un lit funèbre séculaire. Manuela aimait vraiment flâner dans les cimetières. Un jour, elle a trouvé une tombe qui émergeait du sol et dont le couvercle était légèrement entrouvert. Elle a passé les 10 heures suivantes couchée sur la tombe d'un homme décédé à l'époque victorienne.
Au matin, Manuela est convaincue d'avoir vécu une expérience de mort imminente durant son sommeil et d'être revenue transformée du monde des morts. Elle s'éveille dans un nouveau monde, un univers de ténèbres où elle est enfin libérée de tous ces gens qu'elle déteste. De plus en plus isolée dans son cheminement intérieur, Manuela est délaissée par ces marginaux si différents d'elle, ou peut-être c'est elle-même désintéressée de leur présence. Encore une fois rejetée et sans argent, elle vagabonde un temps dans les rues d'Édimbourg. C'est à ce moment-là qu'elle va entendre parler, alors qu'elle cherche, elle a perdu son emploi, elle cherche de nouveaux emplois, qu'on va lui parler qu'on cherche une femme de chambre dans un hôtel de Killikins qui se trouve sur l'île de Skye. Elle répond finalement à une offre d'emploi dans une auberge de l'île de Skye, sur la côte septentrionale de l'Écosse. En 1996, Manuela Bartella, une jeune Allemande, a fugué au Royaume-Uni pour se joindre à une communauté gothique. Persuadée qu'elle est une vampire, elle a besoin du sang humain et elle court les cimetières à la recherche de son identité. Sans le sou et délaissée, elle accepte un emploi saisonnier dans une île écossaise. Les touristes qui traversent le nouveau pont qui relie l'île de Skye à l'Écosse débarquent au paradis, pour la plupart. En fuyant la civilisation et le monde qu'elle déteste, c'est plutôt un bagage de rage exalté que la jeune Allemande emporte avec elle dans cette île mythique. Ici, la légende et l'histoire se confondent. Dans ces paysages de fin du monde, Celtes, tribus pictes et vikings se sont fait la guerre. Païens et premiers chrétiens se sont disputés le partage des âmes. À l'île de Skye, Manuela marche sur les traces de Scathach Waned, une redoutable et féroce magicienne, experte dans l'art de la guerre et du sexe, et qui aurait fait de cette île son domaine. Et cette île va bientôt être le théâtre d'une rencontre déterminante pour Manuela. Mais pour l'heure, à l'auberge où elle travaille le jour, elle est discrète. Personne ne la remarque vraiment. Aussi invisible qu'un vampire dans un miroir, Manuela ne se mêle pas aux insulaires. Dès son travail terminé, elle part s'isoler, en attendant que la nuit éteigne les derniers feux du jour. Définitivement, Manuela attend une réponse. L'ombre ou la lumière se jouera à pile ou face. Tous les habitants de l'île parlent de l'homme léopard, un ermite tatoué des pieds à la tête et ayant des crocs en guise de canine. Ce personnage excentrique de 62 ans vit reclus dans une caverne. Manuela l'aurait aperçu une première fois alors qu'il débarquait en ville, comme à tous les mois, pour s'approvisionner en vivres. Fascinés l'un par l'autre, unis dans une solitude sauvage, Manuela et l'homme léopard allaient se revoir. Alors qu'elle occupe ce travail de femme de chambre, elle va découvrir, elle va faire la connaissance d'un personnage presque légendaire dans l'île de Skye, un type qui s'appelle Tom Woodbridge, qu'on appelle également l'homme léopard de l'île de Skye. Pourquoi? Parce que pendant des années, il va détenir d'ailleurs le record Guinness de l'homme le plus tatoué au monde. Il a à peu près 90% de son corps tatoué avec des sortes de taches de léopard, d'où son surnom de l'homme léopard de l'île de Skye. C'est un marginal, c'est un ermite qui vit dans le nord de l'île, mais évidemment, comme on ne peut pas toujours vivre en ostracisme de la société, donc une fois par mois, par exemple, cet individu doit se rendre pour aller acheter des provisions. Et c'est de cette manière que Manuela Bartella va faire sa connaissance. Elle est séduite par ce style un peu ermite, marginal de l'individu, et ils vont jouer un peu ce rôle d'élève et mentor.
L'homme léopard de Skye aura une grande influence sur Manuela. Il témoignait de ce type de personnalité qu'elle croyait elle-même posséder. Elle aimait le fait qu'il se soit retiré de la société. Il vivait dans une caverne et elle y a passé plusieurs nuits avec lui. Par ses propos sur le diable, l'homme léopard ouvre par inadvertance l'une des portes de l'enfer à la jeune passionnée de vampirisme. Nous sommes face à une jeune femme qui essaie d'être différente et qui trouve un homme différent des autres. Une personne extrêmement fragilisée dans l'enfance, qui fait une crise d'adolescence aussi bruyante que celle de Manuela, qui va quitter sa famille, ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles au phénomène d'emprise. Et ils peuvent être tombés sur une personne, comme cet homme-là, qui ressemblait à un vampire, peut-être de la tête aux pieds, etc., qui va les manipuler. Parce que ce qui est très très important à comprendre, c'est que le vampire, c'est-à-dire le pervers, est un grand manipulateur. Il vous enfume. Savez-vous que Dracula se déplace avec un nuage de brouillard que lui-même suscite? C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à Dracula, eh ben, il vous enfume et vous ne comprenez plus rien. Il a des stratégies extraordinaires. Il a un langage pervers qui vous fait douter de tout. D'ailleurs, elle lui avoue que depuis l'âge de 14 ans, elle entend la voix de Satan. Le prince des ténèbres lui communique des messages à un tel point qu'elle rêve de se suicider pour offrir l'ultime sacrifice au maître des enfers. Je conçois qu'on soit attiré, entre guillemets, par Satan, le Satan romantique, l'ange déchu, l'ange déçu, parce que les romantiques du 19e siècle avaient une fascination pour Satan, pas à cause du mal, parce qu'il estimait un être incompris et meurtri. Au-delà de son discours, ce qui va fasciner aussi Manuela Bertel de cet individu, l'homme léopard de l'île de Skye, c'est le fait également qu'il a des crocs un peu comme ceux d'un chien. Et pour elle, qui s'alimente de l'esprit gothique, l'idée des vampires, l'idée d'avoir des dents semblables à celles d'un vampire va avoir une incidence très importante chez elle parce qu'elle va également modifier son aspect. L'aventure écossaise de Manuela durera 6 mois avant qu'elle ne décide de quitter définitivement l'homme léopard et les paysages primitifs de Skye, autrefois nommée l'île des Brumes. Elle retourne en Allemagne vers la civilisation, vers ce qu'elle avait fui. Elle va aller vivre chez ses parents qui, bien sûr, condamnent ses accoutrements bizarres, sa façon de vivre, tant et si bien qu'elle va finalement louer un petit appartement à Witton. De retour dans son pays natal, Manuela s'entoure maintenant d'amis sataniques. Elle assume son identité vampirique à un tel point qu'elle remplace ses 2 canines par les crocs réels d'un animal. Ce qui lui facilitera la tâche lorsqu'elle se nourrira de sang. Après un séjour à Londres, Manuela Bartella a rejoint la communauté gothique de Édimbourg à la recherche de réponses sur son goût irrésistible du sang et son attrait des cimetières. Elle, qui espère se transformer en vampire, se retrouve bientôt isolée et sans ressources. À l'île de Skye, elle fait la rencontre d'un ermite étrange qui la confortera dans ses croyances chimériques. Elle revient chez elle transformée. Puis, un matin de cette fin de millénaire, Manuela Bartella tombe sur une petite annonce dans une revue gothique signée par un certain Sundown. Elle va trouver une petite annonce qui se lit à peu près comme suit. Homme ténébreux cherche la princesse des ténèbres pour l'accompagner dans la vie, une femme qui déteste tout et qui déteste tout le monde. Pour Manuela, c'est un appel. Elle se sent en connivence avec cette annonce et elle va répondre elle-même à cette annonce en fixant rendez-vous à ce Sundown dans un cimetière pas tellement loin de Witton. Sundown est le pseudonyme de Daniel Ruda et dès leur rencontre, ils deviendront inséparables.
Tous deux s'amusaient à visiter des cimetières la nuit. Ils se donnaient rendez-vous dans des cimetières où ils sacrifiaient des animaux. Ils allaient chez le boucher pour y acheter du sang qu'ils allaient ensuite boire. Ils forment ainsi le couple vampire satanique idéal. Je dresse une barrière pour moi infranchissable entre satanisme et vampirisme. Et je dis, c'est là le prétexte. Il n'y a jamais eu de lien entre vampire et satanisme, sauf au cinéma et dans une certaine frange minoritaire de la littérature fantastique. Le vampire ne peut pas être une créature démoniaque puisque le vampire n'a pas d'âme. Il a un cœur par contre, il peut aimer. Le vampire est le premier anarchiste. Le vampire pour moi est une des créatures les plus libres qui soit, symbolise la liberté totale parce qu'il est un mort vivant, parce que quand il meurt, il ne peut aller ni au paradis ni en enfer puisque c'est l'âme d'abord qui voyage. Donc il est obligé de rester sur Terre. Donc en gros le vampire n'intéresse pas le Satan. Le sataniste et la vampire sont follement amoureux. Un amour exigeant et absolu. Le couple vampirique Ruda et Bartella veut plaire au maître des ténèbres et rendre leur amour immortel. Manuela fait des rêves où le diable lui parle. Et Daniel croit depuis l'adolescence que Satan l'a désigné comme son messager de la mort. Une fois en couple, ils emménagent ensemble à Witten, dans un petit appartement qu'ils vont remplir de crânes, de pendentifs et d'images du diable, de manière à en faire leur sanctuaire personnel. C'est dans cet appartement que Daniel Ruda l'a demandé en mariage, après une cérémonie d'Halloween où Manuela avait fait le vœu de se consacrer à Satan. Pour compléter sa dévotion, elle signe de son propre sang un pacte à Satan lors d'une célébration de la Samhain, la nuit des morts du calendrier celtique, l'Halloween dans le calendrier chrétien. Cette idée de se marier est un peu contre leurs principes ou leurs croyances. Mais en même temps, il faut dire que l'idée du mariage précédait l'idée d'un pacte de suicide. Comme le numéro 666 avait une telle influence dans leur vie, ils décident de se marier le 6 juin suivant. Ainsi, le 666 devient une séquence numérique qui allait, d'après eux, dicter l'orientation de toute leur vie. 6 juin pour le 6-6, et ils ont convenu que le mois suivant, le 6 juillet, ils se suicideraient. Le fait d'être un couple peut favoriser des passages à l'acte parce qu'on se renforce l'un l'autre, hein. Et puis, ça peut être une chose qu'on connaît bien en psychiatrie, c'est-à-dire un délire à deux. En se mariant, ils sont persuadés qu'après leur mort, ils seront inhumés ensemble. C'est la seule raison pour laquelle ils décident de passer par cette connivence du mariage. J'ai des textes du Moyen-Âge sérieux, des histoires d'amour courtois qui prouvent que si les gens avaient le choix, ils préféraient rester sur Terre comme vampires, assouvir leur passion amoureuse que d'aller au ciel. Ils étaient même prêts à aller en enfer s'ils avaient droit à un amour sincère sur Terre. La mariée vampire est spectaculaire. Elle a revêtu un ensemble sadomaso en cuir noir, a rasé ses cheveux sur les côtés et s'éteint des mèches rouge sang. Le marié est tout aussi diabolique, également en cuir noir. Donc, après le mariage, avant de passer au pacte de suicide, ils en arrivent à la conclusion que pour pouvoir avoir leur place en enfer, régner à la droite du diable, ils doivent passer par un rituel de sacrifice humain. Ils vont faire un autre pacte, à l'effet que le 6 du 7e mois, parce que dans la Bible, la séquence de chiffres est 6, 6, 6, 7. Ils décident donc que le 6 du 7e mois, ils vont sacrifier quelqu'un. Pour prouver leur allégeance aveugle à l'ange déchu, Daniel Ruda connaît la victime idéale. Frank Hackert, un collègue de travail.
D'ailleurs, ce Frank Hackert est tout à fait le contraire de Daniel Ruda. C'est un individu jovial, tout le monde l'aime, et c'est également un individu qui ne fait pas de jugement. Donc, comme il n'a pas jugé les accoutrements ni les croyances de Daniel Ruda, les deux hommes se sont liés d'amitié. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle Daniel Ruda décide de choisir ce Frank Hackert comme étant sa victime. Ils avaient souvent rencontré Frank en société. Ils l'aimaient bien, mais dans leur vision perverse, ils estimaient que c'était un idiot et se disaient qu'il serait le fou du roi parfait pour Satan en enfer. Hackert est surpris par l'invitation, mais il accepte tout de même. De nature réservée, il n'a pas l'habitude d'être invité à dîner, encore moins chez un couple gothique. Il faut dire que la veille, le 6 juillet, date prévue de leur suicide, Manuela Ruda va écrire une lettre à ses parents dans laquelle elle leur annonce qu'elle a l'intention de se suicider. Évidemment, il n'y est pas question là-dedans de sacrifice humain, mais elle dit à ses parents que dans les prochains jours, elle va se suicider. La lettre est mise à la poste le 6 juillet. Pour Manuela, il est trop tard pour revenir en arrière. Sa mère recevra sûrement sa lettre le lundi suivant. Les Ruda doivent donc absolument accomplir leur sacrifice durant ce week-end du 7 juillet. Si tout se passe bien, le lundi 9, ils auront quitté ce monde. Les Ruda vont donc fixer rendez-vous à ce Frank Hackert. On est donc le 7 juillet. Ils lui fixent rendez-vous chez eux pour un souper. Et c'est durant ce souper qu'ils ont décidé de commettre ce crime, ce rituel de sacrifice humain qui va leur permettre de gagner l'enfer en passant par la grande porte. Ponctuel, Frank Hackert se présente chez les Ruda à l'heure dite. Il s'installe au salon. Frank Hackert est jovial, il parle avec le couple. Haki observe bouche bée le décor franchement macabre de l'appartement. Une collection de couteaux, machettes, hachettes, scalpels est étalée sur la table du salon. Un doute, une sensation désagréable l'assaille, mais il n'en laisse rien voir. Ses hôtes se montrent accueillants. Ils trinquent et boivent du champagne tout en parlant de la pluie et du beau temps. Haki devient de plus en plus anxieux lorsqu'il remarque de brefs regards complices échangés par le couple à son égard. Croyant alléger l'ambiance, Manuela lui amène le tout nouvel album de Cannibal Corpses, intitulé Hammer Smashed Face, figure défoncée au marteau. L'image de l'album illustre parfaitement le titre. Haki essaie de se calmer en pensant aux autres invités qui ne devraient pas tarder à arriver. Lorsque Frank Hackert arrive sur les lieux, il se demande pourquoi il n'y a personne d'autre. Mais ces deux autres n'ont nullement l'intention d'avoir d'autres invités, car ils comptent le tuer rapidement. Frank Hackert essaie de faire taire cette petite voix intérieure qui lui ordonne de fuir. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Daniel trouve un prétexte pour quitter la pièce pendant quelques minutes, tandis que Manuela entretient la conversation. Nerveux, Haki se rassure en se répétant que ce couple est simplement excentrique. Frank Hackert n'aura pas le temps de s'inquiéter davantage. Un sursaut de panique futile tout au plus. Un instant de regret. Daniel Ruda va revenir avec une cape autour du cou et un marteau à la main. Il va se jeter sur Frank Hackert et va commencer à le frapper à la tête. À ce moment-là, Manuela Ruda entend une sorte de voix diabolique qui lui dit « poignarde-le ». Elle va tendre la main. Il y a sur la table basse, juste à côté du divan, un couteau. Elle le prend et elle va frapper Frank Hackert. Elle va le frapper en fait à 66 reprises, 6-6. On voit ici encore une fois cette constante des nombres. Épris d'une exaltation délirante, les Ruda continuent le carnage.
Et là, une fois Frank Hackert assassiné, le couple va faire l'amour dans le cercueil juste à côté du corps de Frank Hackert. Ensuite, ils vont prendre un scalpel et lui graver dans l'abdomen un pentagramme, un symbole satanique, et ils vont planter le scalpel dans l'abdomen de Frank Hackert. Daniel et Manuela se sentent tout-puissants. Le 7 juillet 2001, Daniel et Manuela Ruda offrent une victime à Satan. Leur plan consiste à sacrifier Frank Hackert avant de se suicider. À partir de maintenant, ils sont liés par le sang. D'ailleurs, ils boiront le sang de leur victime, puis auront une relation sexuelle à proximité. Mais quelque chose ne va plus. Je crois que Daniel et Manuela avaient le sentiment que leur meurtre sacrificiel n'était pas parfait. Parce que, après coup, eux-mêmes ressentaient la peur. Ils s'attendaient à une illumination, à une apparition, à une visite de Satan, mais il ne s'est pas manifesté. Ceci les obsédait. Déçus, ils cherchent une solution pour regagner le respect de Lucifer. Alors ils ont plutôt décidé de se rendre à des villes dans l'est de l'Allemagne. L'une d'elles était Jena, une autre était Appold, et une troisième était, je crois, Sondershausen. Et tous ces endroits avaient une signification spéciale, comme une sorte de pèlerinage pour satanistes. Ils dressent une liste de futurs sacrifiés et planifient une sorte d'excursion sanglante avant de quitter leur appartement et de se diriger vers l'est de l'Allemagne. Entre-temps, le 9 juillet, la lettre de suicide de Manuela Ruda arrive chez ses parents. La mère de Manuela avait reçu la lettre et s'était aussitôt rendue à la police, craignant que sa fille ne se soit enlevée la vie. C'est pour cette raison que la police s'est rendue en compagnie de la mère de Manuela à l'appartement du couple, à Witten. Quand ils sont entrés dans l'appartement, ce n'est pas comme ils le craignaient le corps de Manuela qu'ils ont trouvé, mais plutôt celui de Frank Hackert. À l'intérieur de l'appartement, les policiers trouvent une liste qui cible 15 personnes à sacrifier. Ce sont des gens que la police devra donc protéger. À ce moment-là, évidemment, un avis d'arrestation est émis contre les Ruda. Leurs photos circulent abondamment dans la presse et dans les bulletins télévisés. 3 jours plus tard, le 12 juillet 2001, le couple est arrêté à un barrage routier près de Jena et n'oppose aucune résistance. Lors de l'interrogatoire, ils avouent ouvertement le meurtre. Par contre, tant Daniel que Manuela affirment qu'ils n'ont commis aucun crime. Ils ont simplement obéi aux instructions de Lucifer. Les Ruda ne manifestent aucun remords et sont persuadés que lors du procès, ils seront exonérés du crime. 6 mois après leur arrestation, le couple subira son procès dans la ville de Bochum. Procès qui s'amorce en janvier 2002 et durera 4 semaines. Le procès jouira d'une notoriété nationale et attirera tous les médias européens. Dans la salle d'audience, Daniel et Manuela confirmeront, du moins c'est mon point de vue, tous les clichés que l'on peut associer aux adeptes du satanisme. Manuela en particulier s'est présentée à chaque jour du procès avec une tenue différente et extravagante. Elle portait un fond de teint pâle, avait la tête à moitié rasée et couverte de maquillage noir. D'autres comportements, comme faire des grimaces diaboliques ou mimer des signes à référence satanique, ont alimenté les photographes, qui de leur côté l'encourageaient à se comporter de manière excentrique. Ils n'ont pas été déçus. Le couple sataniste se croit au sommet du monde devant les spectateurs et la salle d'audience. Le psychiatre médico-légal Norbert Legraf a évalué Daniel et Manuela Ruda et pour lui, il est évident que le couple est sérieusement dérangé. Daniel et Manuela Ruda seront trouvés coupables et écoperont tous deux d'une sentence en institut psychiatrique. Manuela, 13 ans d'incarcération. Daniel, 15 ans. Pour moi, en tant qu'observateur, c'est terrible. Madame Ruda a été relaxée il y a déjà 2 ans. Quant à Monsieur Ruda, si on en croit ce qu'on lit dans les médias, il serait sur le point d'être libéré. En regard du mandat qui m'était confié, le problème est que Frank Hackert
Lui est toujours mort. Et de mon point de vue, rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour remédier à ça. Strictement rien.